Est-ce que vous avez du mal à vous motiver? Est-ce qu'il vous arrive d'être mou et que rien ne vous fasse vraiment envie? Si c'est votre cas, écoutez bien, je pense que vous avez des choses à apprendre. Le cerveau, c'est un organe fascinant, il est régi par de nombreux neurotransmetteurs. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un d'entre eux, la dopamine. Donc qu'est-ce qu'elle fait la dopamine? Elle fait deux choses. 1. Elle nous procure du plaisir. 2. La finalité de ce plaisir, elle va nous pousser à chercher à nouveau ce qui nous en a procuré. Elle joue un rôle essentiel donc dans la motivation. Lors d'une expérience, on a coupé les récepteurs à la dopamine d'un rat et on a pu voir qu'il n'avait plus aucune motivation, pas même celle de manger. Il se laissait mourir de faim. Donc, qu'est-ce qui peut libérer de la dopamine? Donc ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la nourriture, les relations sexuelles, la pornographie, la musique, les prises de risques, le tabac, l'alcool, les drogues, les réseaux sociaux, les jeux d'argent et encore beaucoup d'autres choses. Vous remarquerez que beaucoup de ces activités ou produits peuvent devenir des addictions. Et s'ils peuvent devenir des addictions, c'est précisément à cause de la dopamine. On en parlera par la suite. Mais d'abord, comment ça fonctionne? Donc, la dopamine, c'est un héritage de nos ancêtres. Et c'est là qu'on peut voir que le cerveau est quand même bien foutu. On va prendre un homme préhistorique il y a 20 000 ans. Cet homme préhistorique, il voit une fraise, il décide de la manger. Le sucre de la fraise va libérer de la dopamine. Pour lui, ce sera une sensation de plaisir. Une partie de son cerveau, qui est l'amygdale, retiendra que la fraise est source de plaisir. À l'avenir, la prochaine fois qu'il verra quelque chose qui ressemble à un buisson, il aura davantage de motivation à aller chercher s'il n'y a pas une fraise. Ça, c'est la base, mais ça va plus loin. Parce que s'il peut toujours trouver des fraises facilement et que les fraises sont toujours bonnes, alors il n'aura pas besoin de beaucoup de motivation pour aller en chercher. Du coup, son cerveau libérera peu de dopamine. Alors que s'il doit faire beaucoup de buissons pour en trouver une, s'il doit beaucoup chercher pour en trouver une, il aura besoin de plus de motivation. Donc son cerveau libérera plus de dopamine. Il aura donc davantage de plaisir et davantage de motivation si les fraises ne sont pas toujours bonnes et pas toujours faciles d'accès. Et ça, c'est un phénomène bien connu des réseaux sociaux. On n'aime pas toutes les vidéos qu'on voit sur TikTok, et si on les aimait toutes, on serait moins addict. Quand cependant on tombe sur la super vidéo, la délicieuse fraise, alors on aura beaucoup de dopamine. Et comme on aura beaucoup de dopamine, on aura plus de motivation pour scroller à nouveau. On peut aussi utiliser la dopamine à notre avantage. Quand on accomplit un objectif, on libère de la dopamine. Il est important de se féliciter de l'accomplir et de le cocher dans la to-do list, parce que faire ces actions libère de la dopamine. Et du coup, on aura davantage de motivation à l'avenir à répéter ces tâches. En plus de ça, en accomplissant un objectif et en ayant de la dopamine par l'accomplissement de cet objectif, on peut réduire la carence en dopamine qu'on ressentira si on essaye d'arrêter une addiction. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir parler des cercles vicieux. Donc au début, la première fois que j'entends parler de TikTok, je ne libérerai pas de dopamine. Mais plus j'irai sur TikTok, plus mon cerveau va libérer de la dopamine simplement à l'idée d'y aller. Et c'est là que ça devient vraiment fourbe. On a fait une expérience avec des rats. Pour ça, on a pris un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, à un endroit, on a mis du fromage. On va libérer le rat dans le labyrinthe, et au moment où on le libère, on déclenchera une musique. Donc la première fois que le rat se retrouve dans le labyrinthe, son activité neuronale est très élevée. Il ne connaît pas l'environnement, il le découvre, son cerveau est très actif. Il se balade, il finit par trouver le fromage, et là, jackpot, la dopamine est libérée dans son cerveau, il a une grosse sensation de plaisir. À l'avenir, il aura plus de motivation à répéter le même trajet pour essayer de retrouver le fromage. On répète l'expérience, et plus on la répète, plus il libère de la dopamine quand la musique se lance au début, et moins quand il mange le fromage. Il libère de la dopamine à l'idée de manger le fromage. De plus, plus on répète l'expérience, moins il a d'activité neuronale. Il rentre un peu dans un mode où il ne réfléchit plus, il fonce directement vers le fromage. Son cerveau est activé au début, lors du lancement de la musique, et quand il trouve le fromage. Mais au milieu, il est en mode off. C'est comme s'il ne réfléchissait plus. Et c'est encore un phénomène que l'on peut retrouver avec les réseaux sociaux. Quand on scrolle, on peut scroller pendant 30 minutes, et d'un coup on se réveille, on ne sait pas comment on a passé 30 minutes à scroller, on n'a pas vu le temps passer. Notre cerveau, pendant tout ce temps-là, était en mode off. Donc on peut voir que plus on répète une expérience, moins notre cerveau est conscient de ce qu'il se passe. Mais ça peut aussi jouer à notre avantage. Parce que certes, ça joue pour les routines négatives. On a l'habitude de prendre notre téléphone au réveil, on va pas y réfléchir, on va le faire par habitude. Mais ça joue aussi pour les routines positives. Quand vous faites du sport, quand vous avez une routine de travail, quand vous avez, une routine du matin ou une routine du soir.
Il est donc possible d'utiliser les routines à notre avantage. Si vous pensez que ce qu'on a vu, c'est déjà pas très réjouissant, attendez de voir ce qui suit. On va parler de la quantité de base de dopamine. On a tous un niveau moyen de dopamine, disons 5 sur 10. Quand on est au-dessus de 5 sur 10, on ressentira du plaisir. Par exemple, disons que quand on va sur Instagram, on est à 9 sur 10. A l'inverse, quand on fait une activité qui demande des efforts, on sera, disons, par exemple, à 3 sur 10. Du coup, comme on sera en dessous de 5 sur 10, on sera en souffrance. Mais plus on abusera des plaisirs, plus notre moyenne montera. Là où avant elle était à 5 sur 10, elle va se retrouver à 8 sur 10. Ce qui veut dire qu'une activité avant, qui était très plaisante comme aller sur Instagram, aujourd'hui sera à peine au-dessus de la moyenne et nous fera à peine profiter. En revanche, les activités qui demandent un effort, comme travailler, peut-être lire, peut-être faire du sport, nous paraîtront encore plus ennuyeuses et encore plus difficiles. Il y a un autre moyen de voir ça. On peut voir notre dopamine comme une réserve fixe. Quand on va par exemple sur Instagram, on en utilise. Quand on en dépense trop en allant sur les réseaux sociaux ou en faisant quoi que ce soit, on en a moins le reste du temps. Ce qui nous rend donc plus malheureux et rend le travail et les choses qui demandent des efforts plus pénibles. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'après avoir gagné au loto, avoir eu un gros pic de dopamine, après, tout nous paraît fade. Mais ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Quand on passe du temps à travailler ou à faire du sport, à prendre des douches froides, à faire des choses qui sont donc inconfortables, notre cerveau libérera très peu de dopamine lors de ces activités et on en aura donc plus le reste du temps. On sera donc en moyenne plus heureux. Donc plus on abuse des plaisirs, plus on abuse des drogues, des réseaux sociaux, de quoi que ce soit, plus les tâches qui demandent des efforts sont dures à réaliser. Et notre quotidien sera malheureux. Là où avant attendre 5 minutes ne posait pas de problème, aujourd'hui ça nous paraîtra long et pénible. On se retrouve dans un niveau de souffrance permanent. Et la souffrance, c'est un moteur hyper puissant pour passer à l'action. Donc c'est encore plus difficile d'arrêter. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que les études montrent qu'après 30 jours de reset, notre ligne de base revient à son point de départ. Bon, 30 jours plus ou moins. Par exemple, si ça fait 20 ans qu'on consomme de l'héroïne, ce sera probablement plus que 30 jours pour revenir au point de départ. Mais pour la plupart des addictions, même des grosses addictions, 30 jours suffisent. Et on se remet à apprécier des choses simples. Voir un enfant jouer, entendre les oiseaux. Avant, les oiseaux qui chantent, on s'en fichait complètement. Mais maintenant, ces petits plaisirs de la vie nous rendront heureux. Bon, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est lié à la partie du cerveau qui est l'amygdale. Mais nous ne sommes pas qu'une amygdale. Il y a aussi une autre partie du cerveau qui est le lobe préfrontal. Donc le lobe préfrontal, c'est la partie qui a le plus évolué entre les singes et nous. Il nous permet de nous projeter dans le temps, il nous permet d'anticiper. Là où l'amygdale a une vision du plaisir sur le moment, le lobe préfrontal permet d'avoir une vision au long terme. C'est-à-dire que même dans 5 minutes, c'est déjà plus l'amygdale. L'amygdale, c'est vraiment maintenant. Imaginons que vous soyez face à un fondant au chocolat. Votre amygdale vous dira « Ce fondant au chocolat est bon, mange-le ». Le lobe préfrontal, lui, dira « Ce fondant au chocolat va me faire grossir et n'est pas bon pour la santé. Il pense au long terme. Donc il nous dira « Ne le mange pas ». Tout l'enjeu consiste à mieux savoir écouter son lobe préfrontal et moins son amygdale. Donc l'amygdale qui est très binaire, s'il y a du plaisir, alors c'est que c'est bon, s'il y a du déplaisir, c'est que c'est mauvais. Le lobe préfrontal a cette capacité de mettre en pause l'amygdale. Par exemple, vous avez une pulsion, vous avez, disons, très envie de vous masturber, il suffira d'attendre 5 minutes à peine, à faire autre chose, pour que ça vous passe. Le lobe préfrontal aura permis de calmer l'amygdale. Le lobe préfrontal, il peut même aller plus loin, il peut nous faire aimer la douleur. Pour ça, il faut associer la douleur à des choses bénéfiques. Par exemple, on a demandé à des soldats qui étaient gravement blessés sur le champ de bataille, ils avaient le pied complètement tordu, plein de sang, les os broyés, une blessure horrible. On leur a demandé comment ils le vivaient. Et paradoxalement, ils n'ont pas décrit la situation comme intenable. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décrit la situation comme intenable ? Parce que leur blessure, ça signifiait qu'ils allaient être libérés, qu'ils n'allaient plus être sur le champ de bataille, qu'ils n'allaient plus être confrontés à la mort, ils allaient être sécurisés, on allait prendre soin d'eux. Ce qui veut dire qu'associer des choses bénéfiques à la douleur rendra la douleur supportable. Si je fais de la musculation, mais je sais pas très bien pourquoi, il est probable que je tienne pas très longtemps. Si en revanche je sais pourquoi,
je sais que je veux faire ça parce que je veux avoir plus confiance en moi, que je veux avoir une meilleure santé, que je vais être plus attirant aux yeux des filles, alors il sera plus simple pour moi de me motiver. Voilà, c'est tout pour l'instant sur la vidéo sur la dopamine. J'ai encore beaucoup d'autres choses à dire sur la dopamine et sur d'autres hormones, et même sur beaucoup d'autres sujets. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, je referai une autre vidéo. Comme pour l'instant je ne fais aucun vue, aucun like, aucun commentaire, ne serait-ce qu'un like ou qu'un commentaire m'aiderait vraiment beaucoup. Je vous remercie et à la prochaine.